Je dirais qu'en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il en suffit entre guillemets d'un, parce que parfois on peut toquer à beaucoup de portes, c'est un peu comme les fonds d'investissement, mais finalement se dire bon, si mon discours marche pas, qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, ce qui a été le cas avec Céline, c'est que un business angel, en général, et je pense que d'autres entrepreneurs pourront en témoigner, a autour de lui un réseau de business angels qui peut amener. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager, on va dire, si les premiers à qui on parle ne répondent pas tout de suite positivement, parce qu'en fait, une fois qu'il y en a un, en général, il va aussi nous aider. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Dans le précédent épisode, Rémi Douchet, cofondateur du multifamily office Ivesta et de sa déclinaison digitale Sapiens, a parlé finance avec Céline, évoquant notamment son engagement auprès des health tech via de nombreux investissements et accompagnements de business angels. Nous accueillons maintenant Cécilia Creuset, cofondatrice de May, qui a croisé la route de Céline au tout début de son aventure entrepreneuriale. Tu parlais tout à l'heure de May, et justement, on a aujourd'hui Cécilia Creuset qui est venue pour nous expliquer déjà ce qu'est May, comment est-ce que vous êtes rencontrés, et comment est-ce que tu as pu l'accompagner par tes investissements et par ton mentorat. Bonjour Cécilia. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Je suis très reconnaissante à Céline de m'avoir choisie pour être dans ce podcast avec vous. Merci à toi d'être venue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as rencontré Céline ? Et puis quel était ton projet à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle a apporté à ce beau projet ? Alors moi j'ai rencontré Céline avant même finalement la création de May, au tout début de May. Et dans ce que tu disais, je pense que ça correspondait à cette phase où tu étais en train de sortir de Litchi, où tu commençais à t'intéresser à des questions de santé, de health tech. Et puis tu avais eu un enfant quelques temps auparavant. Et je pense que la concomitance de ces différents facteurs nous a permis de travailler ensemble. Et en fait, ce que je disais juste avant, je le pense, c'est-à-dire que May, je pense, n'aurait pas existé sans Céline. Qui a été que j'avais contacté sur LinkedIn, je crois, à l'époque, en lui disant voilà, on a ce projet dans la santé digitale qui concerne l'enfance, les premières années de vie, et Céline a été la première à mettre un ticket dans May, et donc non seulement elle à nous faire confiance et investir, mais aussi, et je te remercie encore aujourd'hui, à mobiliser un réseau de business angels autour d'elle qui ont été tous nos premiers investisseurs et qui en fait ont fait qu'on a pu lancer notre V0. Donc Céline est vraiment, je dirais, déterminante dans l'histoire de May. Bon, Céline, tu reçois souvent des messages sur LinkedIn pour des boîtes dans lesquelles tu investis, parce que tu vas recevoir 500 messages. Oui. Mais c'est aussi Julia qui nous avait mis en contact. Oui, t'as raison. Je pense qu'on avait, effectivement, c'est vrai. On avait eu une super rencontre avec Cécilia et Antoine. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'avait donné... En fait, ça me parlait tellement, votre proposition de valeur et puis la façon de le faire, que pour moi, c'était vraiment une évidence. Oui. Et c'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup de business angels femmes encore, malheureusement. Donc, je bénéficie de, on va dire, cette force-là ou cette chance-là. Et donc, c'est vrai que j'ai un gros deal flow que j'ai du mal, d'ailleurs, à gérer. Et donc, je ne regarde absolument pas mes mails LinkedIn. Par manque de temps en temps, je fais un petit genre repasse. Mais en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que parfois, il suffit de quelques mots, quelque chose de bien tourné et ça accroche le regard. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, Cécilia, May était vraiment à la croisière au carrefour plutôt, de tout ce qui, en tout cas, m'intéressait au moment où vous avez eu aussi l'idée. Et puis, je pense quand même une tendance de marché qui s'amorçait avec la possibilité
en ligne d'interagir avec des puéricultrices et des professionnels de santé quand on a une inquiétude pour son enfant. Et donc, je me souviens très bien vraiment du pur use case du biberon parce que moi, j'avais moi-même appelé ma pédiatre en catastrophe en disant « Mais c'était un biberon de 90 qu'il fallait faire, il a bu 60, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je viens aux urgences. » Enfin, j'étais complètement paniquée. Et donc ça, c'était vraiment l'exemple parfait de ce qui n'aurait jamais dû arriver à ma pédiatre, mais que la question que j'aurais posée à May et dont j'aurais eu tout de suite la réponse « Tout va bien ». Alors justement, Cécilia, parle-nous un peu plus de May. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors Céline nous a donné quelques infos. Ouais. Elle a un peu disclosé, mais vas-y, je te laisse. C'est vrai que May est née de cette phase un peu particulière de la grossesse, les premières années de vie d'enfant, où en fait c'est une phase où on sursollicite beaucoup le système de santé, où il y a particulièrement un besoin d'accompagnement en santé. Et pourtant, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les solutions, elles sont plutôt en train de s'amoindrir avec une médecine de ville, voilà, où tout le monde l'a bien en tête, mais qui se réduit beaucoup, des familles qui sont plus éloignées. Et en fait, aujourd'hui, les parents, ils ont beaucoup le réflexe Internet. On va beaucoup solliciter Dr Google, mais ce qu'on voit, c'est que les études le montrent. Les premières pages de recherche Google ont pour la moitié des résultats de fiabilité pauvres ou très pauvres, parce que globalement, c'est des articles SEO de magazines féminins qui ressortent sur ce type de requêtes. Et donc, en fait, ce qu'on a voulu créer avec May, c'est vraiment un partenaire santé digital pour les parents. Et donc, en fait, ce qu'ils peuvent faire en téléchargeant l'application, c'est à la fois accéder à beaucoup de contenu qu'on a créé 100% avec des professionnels de santé et qu'on leur pousse, en fait, en fonction du moment de vie dans lequel ils sont. Et en même temps, et c'était le cas que décrivait Céline, ils ont accès par chat tous les jours de 8h à 22h, donc même les dimanches, les jours fériés, à une équipe de professionnels de santé dans laquelle il y a aujourd'hui des pédiatres, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices qui répondent en moyenne en 10-15 minutes à toutes les questions que nous posent les parents. Et donc on a lancé ça il y a 3 ans. Et pour revenir aussi sur cette notion d'investissement, je pense que la thématique qu'on adressait sous son volet e-santé, et on le voit de plus en plus, parle maintenant aussi à des investisseurs, mais les notions de grossesse, postpartum, petite enfance, ça parlait moins des investisseurs. Et je pense que là-dessus, on a eu aussi de la chance de croiser ton chemin, parce qu'on avait beaucoup, nous, au départ, un peu cette notion de... c'est des questions de bonne femme, mais voilà, c'était peut-être moins investisseur-friendly, on va dire, que ce qu'on aurait pu imaginer. Et je pense que là aussi, du coup, le fait que Céline rentre au capital de May, ça a été déterminant pour nous. Vous avez continué à lever des fonds auprès d'autres business angels après, c'est ça ? Alors, on a au départ fait un pré-seed avec des business angels, et ensuite, le tour d'après, pour le coup, il y a eu des fonds d'investissement qui sont rentrés au capital. Oui, donc vous avez quand même réussi finalement à prouver que ça pouvait parler à tout le monde. Il y a quelque chose qui m'a étonnée dans votre business model, c'était le fait que des soignants soient partants pour passer du temps à répondre à des patients qui ne connaissent pas à distance. Est-ce que c'est compliqué de trouver des professionnels de santé qui sont capables de se mobiliser pour May ? Alors, c'est une question que je m'étais posée au lancement de May, parce que je suis moi-même pas soignante, donc je m'étais dit comment est-ce que je vais aller convaincre des pédiatres, des sages-femmes, des puères de bosser avec nous. Et en fait, ça n'a jamais été une difficulté. On croule sous les candidatures de soignantes. Là, je regardais, on a 300 CV aujourd'hui en attente, et on en reçoit, je pense, toutes les semaines. Parce que finalement, au contraire, je pense que les soignants aujourd'hui sont très demandeurs de plusieurs choses qu'on leur permet de faire, de pouvoir bosser dans un environnement qui correspond à leurs valeurs et à leur volonté de pouvoir prendre le temps pour les gens, les accompagner justement avec bienveillance, etc. Parce que dans beaucoup d'environnements professionnels, il est plus difficile de faire parce que, ce qu'on entend tout le temps, c'est vrai, c'est que c'est un environnement qui est très contraint aujourd'hui, l'environnement de la santé. Ils peuvent travailler à distance, ça fait un revenu complémentaire. Et puis aussi, on travaille, nous, essentiellement avec des libéraux. Il y a du coup une équipe de soins May. Aujourd'hui, c'est 80 professionnels de santé qui échangent autour de leurs pratiques, parce que chez May, il y a des sessions d'échange de pratiques, il y a des formations mensuelles, donc il y a tout un collectif finalement qui s'est créé grâce à May et qui, je pense, correspond beaucoup à ce que les soignants recherchent en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir aussi encore un accompagnement individuel par des business angels, ou vous êtes suffisamment autonome, vous avancez, vous êtes combien dans l'équipe d'ailleurs ?
Alors aujourd'hui, on est 20 au bureau et il y a 80 professionnels de santé dans l'équipe aussi. Et si on a toujours des relations avec nos business angels, enfin Céline l'évoquait, mais je pense qu'on a aujourd'hui entre Résilience et May beaucoup de dimensions en commun et donc c'est toujours hyper riche, que ce soit nous ou même les équipes en fait, de discuter parce qu'il y a plein de choses très pratico-pratiques finalement et de quotidien qu'on va retrouver des enjeux qui peuvent être similaires. Et ensuite, parmi nos business angels, on en a toujours qu'on voit régulièrement et qui sont... je pense que c'est très précieux en fait les business angels parce que il y a vraiment cette relation d'entrepreneur à entrepreneur. La plupart du temps, nous, nos business angels sont quasiment tous des entrepreneurs qui ont réussi. Et du coup, il y a cette compréhension et cet alignement quand même la plupart du temps parce que finalement, les entrepreneurs qu'on a, je pense comme Céline, ont évidemment un intérêt financier et souhaitent notre succès financier, mais il y a aussi ce partage d'aventure, en fait. C'est une vraie aventure quand même, l'entrepreneuriat. Et donc, je dirais que c'est des gens qui nous veulent du bien en tant qu'entrepreneurs et avec qui c'est du coup facile d'aller partager nos difficultés, nos enjeux. Et donc, on a la chance d'avoir toujours des entrepreneurs comme Céline, comme Thierry Petit, comme Alexis Bonillot, qui sont toujours très présents à nos côtés. Et est-ce que tu as des conseils à donner justement à d'autres entrepreneurs qui voudraient adresser des business angels ? Comment est-ce que vous avez réussi à trouver les bons mots justement qu'on puisse parler à Céline au moment où vous aviez besoin d'être financé pour vous lancer ? Alors je dirais qu'en tout cas ce qu'il faut se dire c'est qu'il en suffit entre guillemets d'un parce que parfois on peut toquer à beaucoup de portes, c'est un peu comme les fonds d'investissement mais finalement se dire bon, si mon discours marche pas qu'est-ce que je fais, mais en tout cas ce qui a été le cas avec Céline c'est que un business angel, en général, et je pense que d'autres entrepreneurs pourront en témoigner, a autour de lui un réseau de business angels qui peut amener. Donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager, on va dire, si les premiers à qui on parle ne répondent pas tout de suite positivement, parce qu'en fait, une fois qu'il y en a un, en général, il va aussi nous aider. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, quand même beaucoup des sujets de réseau. Et c'est vrai que du coup, quand on n'est pas dans cet univers-là, ça peut paraître être un environnement assez fermé et ça peut être pas très simple à adresser. Mais quand on a une personne ensuite qui décide d'investir dans notre projet, lui, en général, cette personne a ce réseau et va pouvoir aider l'entrepreneur à aller chercher le tour dont il a besoin, quoi. Cécilia, j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi vos ambitions avec May Projet ? Qu'est-ce qui fera que May a réussi, à ton sens ? Peut-être que c'est déjà le cas, mais... Alors non, on a plus d'ambition que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on existe. Aujourd'hui, il y a 75 000 utilisateurs qui, chaque mois, utilisent l'application. Et c'est vrai qu'on a déjà des premières formes de succès, à mon sens, qui sont que plus de 90% d'entre eux se sentent plus confiants dans leur vie de parents grâce à May. Et moi, ça, je trouve que c'est la confiance en tant que parent. Je pense que pour les parents qui nous écoutent, on sait que c'est pas facile de se sentir confiant dans notre rôle de parent au quotidien. Il y en a plus de 95% qui nous disent qu'ils sont moins stressés grâce à May, 85% qui sollicitent mieux le système de santé grâce à l'utilisation de May. Et on le voit dans l'usage parce que nos abonnés, ils passent aujourd'hui plus de 100 minutes par semaine sur l'app. Donc c'est énorme pour une application mobile qui n'est pas un réseau social ou un média. Donc il y a ces premiers éléments de satisfaction pour nous, mais l'ambition, c'est vraiment de pouvoir adresser le problème beaucoup plus massivement. Et donc, on a beaucoup d'enjeux de croissance pour toucher tous les parents et futurs parents. Et aussi un vrai enjeu qui est venu en fait par nos utilisatrices, puisqu'on a majoritairement des femmes, très majoritairement des femmes utilisatrices, qui nous disent qu'en fait, elles perçoivent que May est à la fois très légitime et très bien placée pour aussi adresser beaucoup d'enjeux autour de la santé de la femme. En fait, elles nous connaissent beaucoup par la grossesse, ensuite elles accouchent, et puis finalement, il y a des enjeux, il y a toutes les questions autour du postpartum, et puis quelle contraception on remet en place, et puis en fait, elles se sont habituées à avoir une équipe de sages-femmes disponibles, et donc pour leurs questions gynéco, et en fait, elles vont finalement s'adresser à May. Et donc, on est un peu en train d'opérer ce virage, de se dire que nous qui nous décrivions comme le partenaire santé des parents, en tout cas vraiment cet enjeu de parentalité, on devient vraiment le partenaire santé des femmes et des familles. Et un des premiers éléments qui va matérialiser ça là, dans quelques semaines, c'est qu'on va sortir un suivi de cycle menstruel, on va aller sur des sujets dans quelques mois de préconceptionnel autour d'enjeux de fertilité. Et donc ça, c'est un de nos gros défis des prochains mois.
Est-ce que vous avez regardé aussi un petit peu les sujets de la ménopause ou pas du tout? Parce que c'est Alors c'est encore un peu loin. Ouais. Je pense que tout ce qui va être première règle et ménopause, c'est des sujets qu'on va pas adresser tout de suite parce que nous, les gens nous connaissent autour de l'aventure, de la maternité, de la parentalité, et que nous, on est un service qui est 100% aujourd'hui ou quasiment en B2C. Après, effectivement, des boîtes qui ont des business models proches des nôtres, plutôt dans les pays anglo-saxons et qui sont dans du B2B, adressent effectivement aussi des questions de ménopause, mais c'est pas à l'ordre du jour chez Méo. Ok. J'ai une dernière question pour toutes les deux. Après, on clôturera cet entretien, mais j'aurais aimé que chacune vous puissiez nous donner un conseil pour se former, notamment si on veut aller plus loin sur ces sujets d'health tech, si on veut aller plus loin sur des sujets d'entrepreneuriat ou d'investissement. Céline, je te laisse commencer. Pas facile comme question. Disons que si on est curieux du sujet health tech, je pense que, et d'ailleurs c'est assez vrai pour les deux autres sujets, mais d'essayer de consommer beaucoup de contenu, faire beaucoup de rencontres, essayer de vraiment dresser un panorama. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai entrepris ou démarré des projets, la première chose que j'ai fait, c'est les 100 interviews, quoi. C'est 100 interviews. Donc, c'est un peu la théorie des Miller, quoi. Les 100 interviews de femmes et hommes qui sont dans ce secteur. Et donc, moi, j'avais rencontré au début de Résilience 100 patients. Et puis, on avait fait ça avec Jonathan et 100 professionnels de santé pour essayer de comprendre un tout petit peu l'écosystème et quel est le pain point ou les pain points qu'on peut adresser et résoudre. Donc moi je dirais que un bon conseil que parfois les entrepreneurs ont du mal à mettre en œuvre, c'est d'aller au contact de ceux qui deviendront leurs patients, leurs clients, leurs interlocuteurs, et de ne pas avoir peur de dire je sais pas, est-ce que je peux te prendre un peu de temps? Et il faut être assez malin, c'est-à-dire pas prendre trop de temps, ça peut être 30 minutes, un échange même court, mais essayer d'apprendre des autres, lire, il y a beaucoup de podcasts, il y a pas mal de conférences aussi sur la health tech qui se font, il y a le Paris Santé Campus, il y a aussi des lieux de rencontre. Donc je dirais, il faut sortir de chez soi, quoi. C'est basique, mais c'est quand même très efficace. Ok, top. Le conseil des 100 interviews. Ouais. On retiendra ça. Et toi, Cécilia, est-ce que tu as un conseil? C'est une question qui est difficile. Moi, j'irai un peu dans le prolongement de Céline parce que je pense que j'ai jamais finalement... en tout cas, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai pas regardé... des interviews très généralistes sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Moi, comme toi, je suis assez dans le faire, en fait. Je pense qu'on apprend beaucoup en faisant. Et presque, je dirais, de ne pas perdre trop de temps à se former et de tout de suite être dans l'action parce que finalement, l'apprentissage, il se fait au contact des utilisateurs, nous, des utilisateurs, ça peut être des patients, des clients. Et après, je trouve qu'il y a au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale, il y a plutôt des sujets à craquer. Et c'est là, par contre, qu'on va aller chercher spécifiquement des réponses. Et je dirais que là-dessus, les business angels peuvent être extrêmement utiles parce que quand on a une question, ils connaissent souvent la personne, soit eux-mêmes, soit ils connaissent souvent la bonne personne qui pourra nous aider. Donc, je dirais de se former plutôt dans les rencontres de personnes qui ont vécu, qui ont traversé les mêmes difficultés ou qui ont vécu les mêmes choses que ce qu'on est en train de traverser soi. Ok, donc plutôt de la formation pratique plus que de la formation théorique en amont. Ouais, moi j'avoue que j'ai jamais, sinon je suis plutôt partisane de ça. Ok, top. Merci beaucoup à toutes les deux et puis à très vite. Merci Aurore. Merci. Voilà, Just Focus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, j'aurai la joie d'accueillir Lucie Bache, fondatrice de Too Good To Go, l'application qui met en relation des commerçants ayant des invendus en fin de journée avec des consommateurs. Véritable pourfendeuse du gaspillage alimentaire, présente en France mais aussi à l'international, elle est à l'origine d'un des plus gros succès entrepreneuriaux de cette décennie. On se retrouve la semaine prochaine.